Vu des cieux, les vallées embrumées du nord de l'Aveyron semblent comme figées dans les limbes. Il n'en est rien. Sous ces nappes de vapeur pastel, depuis des siècles, de nouveaux mondes ont vu le jour, quand d'autres ont disparu. Dispersés dans des contrées abruptes et de vastes plaines vallonnées, des existences toutes singulières et pourtant intimement liées. Avant le grand effondrement annoncé par les oracles du GIEC, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer quelques acteurs de cet écosystème alternatif qui, à sa mesure, aura tenté d'anticiper cette transition, pour le jour d'après, pouvoir peut-être passer le cap et renaître de ses cendres. Loin, très loin des mégalopoles, aux frontières nord de l'Occitanie, l'environnement change radicalement. Les températures chutent et les distances entre les foyers de vie se mesurent quelquefois en dizaines de kilomètres. C'est donc ici, au confluent des gorges du Lot et de la Truyère, que débute notre exploration. La Fargue, un lieu dit niché dans la forêt, modeste hameau en pierre sèche, jusqu'il y a peu abandonné. Le projet global, c'est plus sortir d'ici à terme et garder peut-être une centaine de ruches là, juste comme ça pour faire un peu de troc et parce que j'aime ça, quoi. Pour moi, la liberté, en fait, c'est la vraie liberté, quoi, et pas celle qu'on veut nous faire croire. C'est pouvoir subvenir à mes besoins vitaux et à ceux de ma famille. On tend vers ça, quoi. Moi, ce monde-là, ça m'écoeure, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Même, tu vois, j'ai pas mal de ruches, je vends du miel. On vit que de ça, d'ailleurs. Mais je me sens pas à l'aise dans ça. Faut vendre, faut acheter des palettes de peau, faut vendre, faut truc. Heureusement que j'aime beaucoup les abeilles, quoi. Ça compense un peu. Et voilà, nous, on veut se retirer de ça et faire voir vraiment ce qui est essentiel à nos enfants, quoi. C'est quoi cette vie là d'aller se lever pour aller bosser, pour pouvoir t'acheter à bouffer, quoi. Tu pourrais faire ta bouffe chez toi et au moins construire tes bâtiments suivant tes envies et puis on en reste là. Ça sent bon et tout, ben ça c'est mes toilettes, quoi. Et ouais. Quand je pense qu'il y a des gens qui font leurs besoins dans l'eau potable, quoi, j'arrive pas à comprendre, il y a un truc qui m'échappe. Je dois pas être aussi bien. Et donc c'est fabuleux, quoi. Ça c'est vraiment, et on l'a essayé donc du coup dans le jardin, quoi, mais c'est magnifique. Peut-être ça fera étaler, mais je sais pas d'où ils vont sortir. Ah ouais, si, ils vont sortir les essais. On en aura plein. Pas si longtemps que ça donnait l'impression que tout allait s'effondrer dans les minutes, dans les jours qui allaient suivre, les semaines qui allaient suivre. Mais moi, maintenant, On a revu je suis trop occupée par mon quotidien, je crois. On a revu notre copie, donc c'est à mon avis, moi l'effondrement est déjà présent en fait, quoi. C'est déjà là, ça a déjà commencé. Faut pas croire que demain ce sera Walking Dead dans ta cour, quoi. Tu vois, ça sera pas comme ça. C'est plus un truc sur la durée en fait, quoi. Il y a pas, c'est pas on allume, on éteint la lumière, quoi. J'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui se fait petit à petit et qui glisse vers un état différent, en fait, vers un fonctionnement différent. Il faut pas être dans la peur, quoi. Si t'es dans la peur, déjà tu réfléchis plus, t'es pas bien, et puis t'avances pas quand t'es dans la peur, quoi. Alors du coup, peut-être repenser complètement la façon de vivre et pas forcément la faire coller à un modèle unique et qui correspond pas aux aspirations non plus peut-être de chacun. C'est dicté comment on vit maintenant, quoi. Il y a une façon de vivre, quoi, en fait. Lily, elle demande pourquoi ils aiment tous la même musique quand elle revient du centre de loisirs. Pourquoi ils aiment tous la même musique en même temps? Nous, on doit répondre à ça. Pourquoi ils aiment tous la même musique? Ben, peut-être parce qu'ils suivent tous le même modèle. Mais est-ce que le modèle leur correspond, en fait? Ou est-ce que simplement, il faut juste aimer cette musique-là et... Qu'est-ce que j'aime, moi? Oh bah, je sais pas, je m'en fous. Je sais pas. On va être forcé par tout ce qui est climatique ou quoi à des préoccupations beaucoup plus triviales. Parce que nous on est quand même parents de 4 enfants, quoi, et
Et que faire? On apprend quoi à nos enfants? On leur apprend à vivre dans la société actuelle qui est pas Qui est durable pas selon très moi, quoi. porteuse de sens. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut resserrer les liens avec les gens autour, quoi. Parce que si même toi tu te débrouilles, si pour ta famille, t'as ton autonomie, t'as tout ça, quoi. Si toi t'arrives à créer ta bulle de trucs, si ça va pas bien autour de toi, ça n'ira pas bien pour toi. Non, on n'a pas de télé, on n'a pas de journaux. Alors on s'informe comment? Un peu. On observe beaucoup les gens autour de nous déjà. Parfois on entend des petites choses. C'est très révélateur de ce qui se passe, quoi. Et après, avec Internet, tu peux avoir accès à plusieurs types d'informations. On entend un petit peu la radio de temps en temps. On entend un peu la radio des fois, ouais. Si, quand je suis à la miellerie en train de mettre du miel en pot, là, je me fais toute la journée, j'écoute la radio. Donc c'est une fois par mois, j'entends un peu ce qui se passe dans le monde autour de moi. Et je trouve que ça fait longtemps qu'on nous prend pour des cons, mais ça commence vraiment à se voir. Ou alors parfois ça donne l'impression qu'ils sont complètement dans un autre monde. Peut-être que c'est nous qui sommes dans un autre monde. La globalisation va nous tuer. On va en péter de cette globalisation, de cette pensée unique, de cette bouffe unique. Et ouais, voilà, il n'y a pas de solution globale, quoi, en fait. Je veux dire, on vit dans des terroirs et on est tous tellement différents, en fait. On ne peut pas vivre de la même manière, on ne peut pas penser de la même manière sur toute la planète, qu'on va tout perdre. On va tout perdre. On a perdu la moitié de nos semences, on a perdu la moitié de notre libre arbitre, on a perdu... et tous les jours, on en perd un peu plus, quoi. On n'est plus capable de faire les choses de base, quoi. L'humain est en train de se rendre handicapé, mais on ne peut plus assurer notre survie. On peut plus assurer notre survie, quoi. Il faut qu'il y ait toute une espèce de grosse machine très complexe en route autour pour qu'on puisse vivre tous les jours, quoi. De toute considération politique ou d'effondrement de société ou de quoi que ce soit d'autre, en fait, juste se rendre souverain de son existence, parce que déjà c'est pas une clé. Si dans ma vie ça va pas, c'est ma faute généralement, quoi, et je vais... Du coup tu peux agir dessus, tu as les rênes et puis tu es le cavalier de ton existence. C'est l'endroit que j'aime bien ici. Mais on n'y vient pas assez. Nous poursuivons l'exploration à quelques lieues du château de Vallon. Retranché dans une discrète vallée du domaine de Montsalvi, hors de portée d'un soleil lointain, une enclave colonisée par des chamans en connexion avec les forces cosmiques. L'Anglais, terre de cœur. On entend beaucoup parler de l'effondrement. Je pense que ça panique beaucoup de gens. Nous, on essaye de faire quelque chose, un lieu résilient, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une forêt fruitière, entre autres. Donc on plante beaucoup d'arbres fruitiers, de petits fruits, etc. Donc on est dans un axe esprit permacole. Et de pouvoir par la suite, s'il y a problématique, d'aider autour de nous. C'est-à-dire de pouvoir fournir des plants, de pouvoir fournir des boutures, etc. pour que les gens puissent s'autonomiser. On
On est 4 pour l'instant. Et basiquement, on est tous plutôt des personnes solitaires, sauvages un peu, qui ont décidé de se mettre ensemble pour se mettre au service de la vie et créer autre chose et montrer qu'on peut vivre autrement. Et comme on est en train d'aller vers l'autonomie en mettant en place tous les systèmes qu'on peut, et bien petit à petit on baisse nos besoins, nos coûts, donc on vit avec beaucoup moins. L'autarcie, c'est une illusion totale, donc c'est l'autonomie qu'il faut chercher en créant du réseau autour de soi. C'est le plus important. L'idée, c'est comment peut-on faire pour vivre en harmonie avec notre environnement, en particulier avec la nature, la relation aux arbres, la relation aux animaux, qui est importante, avec intégrer l'humain dans tout ça. On parle avec les arbres et justement on fait des expérimentations et on va montrer dans le concret des choses. On fait un rituel du feu qui s'appelle Agnihotra, qui est un rituel hindou qui est très très ancien. C'est une forme de prière, c'est une forme pour effectivement honorer le feu. Et donc on fait une offrande avec du ghee et du riz aussi. Et on a un mantra qui correspond, un pour le matin et un pour le soir. Agnaye Svaha, Agnaye Idam Namama, Prajapataye Svaha, Prajapataye Idam Namama. Om Shanti, Shanti. Il y a une constatation qui a été faite, c'est que ça transforme apparemment au niveau des molécules, l'air, les molécules des plantes, etc. Et ça crée une transformation, une énergie différente dans un espace autour de là où a été fait la cérémonie. On est à la fois des gens qui peuvent sembler par certains aspects un peu aériens, un peu illuminés, mais on est très très pragmatique. Nous, on a décidé qu'on ne travaillait pas, on œuvre. C'est-à-dire qu'on crée un ouvrage, comme font les compagnons du devoir. On est en train de créer une œuvre ici. Voilà, alors c'est qu'on se place un idéal assez haut. On ne sait pas si on l'atteindra, mais voilà, on essaye d'œuvrer dans ce sens-là. Ça va faire 10 ans. Alors, on va dire que si on ne mange pas, on se prive. On n'est pas tout à fait dans le même concept de vie. Au contraire, on se nourrit énormément, puisqu'on se nourrit de tout ce qui nous entoure. Tout est en nourriture, tout est en vibration. Donc on se nourrit de la beauté, on se nourrit de la musique, on se nourrit de la relation. On se nourrit de voir des gens manger avec plaisir aussi. Alors ça paraît fou, ça paraît exceptionnel, ça paraît aberrant. Il faut savoir que, bon, moi je suis en relation un peu avec les Tibétains depuis pas mal d'années. Pour eux, c'est tout à fait anecdotique ce genre de choses. Des personnes comme ça, ils en ont beaucoup. En Inde, c'est pareil, il y en a un certain nombre. Voilà, il y a eu des expériences qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont prouvé scientifiquement que voilà, des gens vivaient très bien comme ça. L'idée est d'aller vers ce qu'on appelle une médecine vibratoire. Alors quand on voit que l'homéopathie est remise en cause ici, la médecine vibratoire, j'ose même pas en parler, mais il peut être plus simple d'avoir des huiles essentielles par exemple ou des hydrolats de qualité, de très grande qualité, donc de la culture de la plante jusqu'à la transformation, pour uniquement se servir de la vibration et soigner avec la vibration, ce qui est tout à fait possible. Alors la grande question de l'effondrement, on axe tout beaucoup sur le CO2 dans l'atmosphère, mais il y a l'effondrement social, il y a l'effondrement économique, la biodiversité. On ne peut pas donner de date, je ne pense pas. Les humains peuvent, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont désespérés, passer à des comportements extrêmement violents, ne serait-ce que même simplement quelqu'un pour nourrir ses enfants. Qu'est-ce qu'on va faire?
Et ça, c'est chacun, on peut se poser la question, tant qu'on n'a pas été dans des situations comme ça, honnêtement, est-ce qu'on sait comment on peut réagir? Ben voilà, on essaye de faire les choses avec le cœur, avec beaucoup d'amour, et la terre, avec la terre, en lien avec la terre. C'est à cette étape qu'on a compris qu'on était en contact avec un monde à part, détaché de la rationalité orthodoxe, en vibration quantique avec des univers parallèles mais fraternels. Cochon. Allez, viens. Cochon. Allez, viens. Ils ont peur. Là-bas, celui que t'as vu là au fond, c'est Doudou parce que c'est un peu la peluche quoi. Du coup, les enfants, ça a été Doudou. Non, ils ont pas tous des noms, mais il y en a certains, ils sont réceptifs quand on les appelle. Du coup, bon bah, il faut leur trouver un prénom quoi. Cochon, viens. Allez. Bah, le projet, c'est de faire du cochon plein air, de ne pas avoir le souci des bâtiments. Et du coup, je suis parti sur une race rustique qui peut passer l'hiver dehors sans. Après, vu que c'est du cochon plein air, il arrive à maturité beaucoup plus de temps quoi. Hein. Il faut compter 1 an et demi et voilà, c'est un cochon un peu plus heureux qui peut fouiller sous la terre avec sa truffe, hein, ce qu'il est fait pour, hein. Donc chercher des racines, un petit peu ce qui peut le nourrir quoi. Les petits cochons mâles vont partir en bas au jardin pendant tout l'hiver, retourner tout le jardin et éventuellement récupérer les quelques légumes qui restent ou les racines. Et au printemps, j'aurais plus qu'à passer derrière le motoculteur pour pouvoir ensuite travailler la terre et faire mon jardin. Au niveau écologique, oui et non. On va dire c'est plutôt au niveau moral que le cochon en bâtiment, 1000 cochons l'un à côté de l'autre, c'est pas écologique quoi. Et là on va sur une transition déjà mentale, hein. C'est déjà là qu'il faut transiter pour pouvoir faire quelque chose pour la planète. J'ai pas assez de recul pour dire que le climat change quoi. Parce que ça fait pas longtemps que je suis dans l'Aveyron. Bon, disons, non, il n'y a pas vraiment eu d'impact sur mon exploitation parce que je suis bien positionné, donc je suis dans la vallée, j'ai des sources d'eau un peu partout. Donc moi j'ai eu aucune source qui a arrêté de couler. Après voilà, c'est pas de pluie pendant une période de temps. Ensuite des grosses pluies torrentielles qui sont pas, je sais pas, c'était peut-être pas aussi prononcé avant que ça. Chaud, pluie, peut-être le climat change, mais le climat a toujours changé. Je pense que la planète s'autorégule et à certains endroits où il faut secouer un petit coup la couverture, la planète fait son boulot soi-même, je pense. À la surface de cette croûte de schiste largement arrosée en automne et givrée en hiver, du chêne et de la châtaigne.
L'essentiel est déjà là. Une région singulière, bouleversante dans sa simplicité. Avant d'avoir nos enfants, avec Amchel, on a vécu en voiture pendant 2 ans et on faisait du wouf. On allait chez les gens donc, qui vivent aussi un petit peu comme ça dans la nature et on travaillait pour eux. Donc on faisait exactement ce qu'on est en train de faire ici mais pour les autres. Et il y avait toujours cette envie, ce désir, ce rêve en fait de se dire un jour ça sera chez nous qu'on fera ça quoi. Qu'on créera notre espace de vie en fait dans la nature, dans la forêt. Et dans la forêt, c'est super important parce que, enfin en tout cas pour nous, d'être entouré des arbres comme ça, de ne pas vivre dans un espace totalement ouvert, mais d'avoir la possibilité d'être un petit peu dans notre cocon. Et après, à nous d'ouvrir si on a envie d'ouvrir, quoi. 2 hectares et demi de forêt. Et c'est comme le rêve de petite fille qui se réalise. Pour essayer aussi peut-être de vivre sans avoir à demander la permission de construire. D'essayer de rester dans la loi tout en pouvant vivre ici en fait. J'ai un endroit où je peux dire ça y est, je peux me poser, je peux construire, je peux créer, je peux vivre ma vie en fait. Je peux vraiment mettre mes racines en fait, m'enraciner quelque part et commencer à m'ouvrir comme une fleur. C'est ça que je sens. Ouais. Pour moi, c'était important de me dire un jour, j'aimerais pouvoir me lever en fait, sortir, être pieds nus, marcher dans l'herbe, m'asseoir, écouter les oiseaux, écouter le vent dans les arbres et me réveiller avec ça en fait, parce que je sens que ça me recharge. Et j'ai envie de continuer dans ça en fait, je me sens joyeuse et j'ai envie de vivre en fait, et ça y est, il y a un sens en fait, il y a un sens. L'effondrement, pour moi c'est quelque chose qui est arrivé bien après l'idée de venir vivre dans la nature. Et il se trouve que ça se connecte maintenant en fait, parce qu'on sent vraiment que c'est en train de changer. Enfin, on n'est pas ici pour se cacher de quelque chose, c'est d'être autonome, de pouvoir vivre le plus possible avec ce qu'on fait dans le potager. Mais vraiment, l'effondrement, c'est pas quelque chose qui me fait peur en fait. Je crois que cet effondrement se passe là maintenant, littéralement. Et ça, c'est un peu le premier pas de construire ce nouveau monde qui ressurgit après l'effondrement, je crois, qui est proche de la nature et qui perçoit l'humain comme un être spirituel qui a quelque chose de plus en lui, qui peut se nourrir de ça principalement et qui peut partager ça, appelons ça l'amour peut-être. Et je sens que dans la nature, c'est beaucoup plus facile de ressentir tout ça. C'est beaucoup plus sain, c'est minimaliste. Et je sens la forêt et la nature un peu comme une temple. Je sens que je suis beaucoup plus aligné. C'est comme si je comprenais toutes ces grandes phrases des grands maîtres, des grands sages de l'histoire, qu'il n'y a rien à faire, qu'on est complète, que tout va bien. C'est très facile de juste être ici et de revenir à l'essentiel.
Ils sont là-haut, les deux zigotos. Voilà. Mes parents habitaient dans le Cantal, à cette époque. Hein. Et puis mon père travaillait dans les mines, les barrages et les chantiers, enfin toujours en déplacement. Ma mère était malade, mes grands-parents m'ont gardé, j'avais 5 ou 6 ans, et je suis toujours resté là. Et j'ai appris beaucoup de choses avec eux. Quoi. Voilà. Toute la vie de la campagne, où on faisait tout, du panier au vin, aux pommes de terre, on apprenait à tout faire. Je suis sorti du collège, hein. J'ai commencé à chercher du boulot parce que voilà, à l'époque on te disait, ben mon petit gars, maintenant, il faudra voir à gagner ta vie tout seul. Puis j'ai voulu aller travailler, faire un peu de mécanique chez des patrons qui te faisaient faire les plus sales boulots, nettoyer des pièces à descendre toute la journée. J'aimais bien la mécanique, j'aimais bien la menuiserie. Je suis parti à Rodez avec le bus et j'ai cherché une école où j'ai trouvé un apprentissage FPA, voilà. Une formation accélérée, mais les profs étaient très bons à l'époque. Et ce prof nous apprenait à dresser une pièce à la varlope, à affûter les outils, à tout tracer comme il faut, et je m'en sers toujours. Là, il a un coin, il est très joli là pour le greffer, c'est parfait. Il faut un sécateur efficace. Alors ça, c'est une pomme que je vais mettre là-dessus, qui se garde l'hiver, que tout le monde avait ici avant, quoi. Et tous ces arbres deviennent des grands producteurs, voilà. Le but, c'est de bien l'accompagner, presque pour couper l'écorce avant que le bois pète. Voilà. Il faut donc que la partie extérieure soit un peu plus épaisse que la partie intérieure, puisque c'est elle qui va conduire la sève. Plus il y aura de surface en contact ici, plus il va avoir des chances d'être bien alimenté. Alors chacun a ses petites méthodes, mais dans la moyenne, c'est ça qu'il faut faire. Une fois qu'il est là, il faut vérifier qu'il tienne bien. 1, 2, 3 yeux. Là.
situation extrême, on y arrive. Quand il n'y a plus d'herbe, il reste toujours des ronces, il reste toujours des pruneliers, il reste toujours de la bruyère pour les chèvres. Et elles trouvent toujours quelque chose à manger. Depuis 10 ans, on le perçoit très clairement. Hein. Et ça va très vite quand même. Hein. Soit au niveau température, soit chaque festival. Ce qui se passe au niveau climatique, on voit, c'est qu'on peut avoir des printemps très humides, froids ou très secs, très chauds. Allez. Allez. On est toujours un peu sur le fil du rasoir, donc c'est difficile de tenir la route tout au long de l'année. Hein. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas trop anticiper. Il fait très chaud, ça va être compliqué, sans électricité. Ça va un peu nous gêner pour l'affinage des fromages. On peut avoir quelques soucis quand même. Mais après l'électricité, on envisage d'avoir des panneaux aussi, quoi. Pour avoir une production électrique minimum pour la fromagerie. Au marché, s'il n'y a plus personne pour acheter les cabécous, on va être un peu embêtés, quoi. Justement, on est tous interreliés, donc on serait autant affectés que les autres. C'est pour ça aussi qu'on cherche un peu plus de terrain pour être vraiment autonome, pour justement pas avoir à acheter, à compléter, à acheter du foin en plus, quoi. Voilà, l'idée ce serait d'avoir un système vraiment autosuffisant. Vivre en harmonie avec le paysage, les saisons, les besoins de son troupeau, avec leurs pratiques ancestrales, les bergers du futur sont peut-être déjà là.
ce qu'on voulait, c'était être propriétaire. À savoir qu'on a beaucoup voyagé, on s'est beaucoup déplacé, on voulait se poser à un endroit, le plus bel endroit possible, le moins cher possible, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, et on n'a jamais eu beaucoup. Après, l'idée, c'est qu'on va plus ou moins s'auto-alimenter, déjà en viande blanche, en poisson, en légumes, en petits fruits rouges, en fruits du verger, en œufs. Tout ça, déjà, c'est la ferme. T'as ce truc là qu'on appelle la collapsologie, c'est la théorie de l'effondrement. Pour moi, ça c'est plus un truc qui va se passer sur l'échelle de, je sais pas, de plusieurs décennies ou de peut-être un siècle ou 2 siècles. On pourrait parler des problèmes de dérèglement climatique, c'est évident qu'on les voit même ici, quoi. Là, on a eu un mois de mai, vraiment, nous on a dû rallumer le poêle à bois, ça faisait 2 semaines qu'on l'avait éteint, il a fait froid, il a plu. Si chez nous on n'était pas dans une zone critique, et ben finalement le réchauffement climatique, on s'en préoccuperait que à travers les trucs qu'on voit à la télé. Et voilà, mais je pense vraiment que la fin du monde, on peut éviter d'y arriver, quoi. Pour ça, il ne faut pas seulement s'organiser soi-même à l'échelle de sa vie, et je dois préparer les générations futures, mes enfants, à s'en sortir, même s'il n'y a plus d'arbres, même s'il n'y a plus d'oiseaux, mais j'espère que ça n'arrivera pas pour mes enfants, quoi. J'espère que ça n'arrivera jamais, quoi. Puis si ça arrive, même pendant que je suis encore vivant, voilà, ben, au moins je serai déjà prêt, quoi, dans ma petite ferme à survivre, puis tout le monde y est bienvenu, quoi. Se réinstaller beaucoup plus nombreux à la campagne, vivre de notre propre agriculture, faire du troc. Voilà, l'économie, ça s'appelle l'économie sociale et solidaire. Et ça permettrait d'ailleurs aux gens dans les villes, voilà, de souffler un peu, quoi. Si je suis en train d'utiliser de l'eau potable, de perdre du temps pour arroser mes légumes par le dessus, tu vois, par les feuilles, et avec de l'eau que je vais payer, genre là j'ai déjà dépensé au moins 50 centimes d'eau, tu vois, et ben ça je le fais, c'est pas par choix si tu veux, c'est en attendant de mettre en place un autre système. Et après tout ce qui est au milieu c'est de la mauvaise herbe. Quand je suis en train d'arroser de cette manière-là, je suis aussi en train d'arroser les kénopodes là. C'est ce que je me fais chier à désherber à la main après, mais voilà. Des fois, quand tu as des étés très secs, ça arrive que finalement les ressources en eau, les barrages, les puits, les forages, ils aient encore de l'eau, alors que le réseau d'eau potable, ils sont obligés de rationner. Ça peut arriver ici. Donc ça, c'est la réserve d'eau. La réserve d'eau qui a été faite en début d'année et qui va permettre en fait d'arroser toutes les cultures qui se situent là-haut. Il y a les 2 serres et la parcelle pour les petits fruits rouges. Et donc l'idée c'est d'installer une pompe et un filtre
et de là pouvoir irriguer, tout simplement. Je suis née en Aveyron dans une communauté. J'ai des parents qui sont venus s'installer dans les années 70. Et c'est vrai qu'il y avait une attention particulière à l'environnement, à la relation à la nature. Moins à la relation à l'autre être humain, mais plus à la nature. Du coup, j'ai toujours eu comme fil conducteur de protéger, ou en tout cas de prendre soin du milieu qui m'entoure. Milieu vivrier, un milieu voilà, de bien-être pour chacun. Dans les années 70, la relation à la terre était vraiment importante. C'était plus ou moins bien vu par les locaux, puisqu'en fait, il fallait réapprendre des savoir-faire de base pour pouvoir manger au quotidien. Donc faucher, faire son jardin, peut-être travailler en traction animale, avoir des animaux, et aussi avoir des enfants, les voir grandir, comment relationner. Ouais, chez moi, c'était un petit peu tendu au niveau des relations humaines. Donc il y avait tout un travail quand même de prise de conscience de la relation avec la nature, mais entre les êtres humains, c'était pas forcément tendre. Et du coup, pour moi, c'était ma base d'équilibre, c'était la relation avec le jardin, avec les animaux, les plantes. Et c'est ce qui m'a conduit en fait à vouloir maintenir quelque chose de stable autour de moi. J'ai commencé à travailler avec les loutres, les vautours en Aveyron. Puis avec les galliformes de montagne dans les Pyrénées, françaises et espagnoles. Ensuite, j'ai travaillé sur les oiseaux marins à l'île de la Réunion et je suis partie aussi aux Comores. Donc c'était toute une période en fait de recherche, trouver un meilleur modèle, trouver une meilleure idée, essayer de l'appliquer. Et à partir de 30 ans, et je veux dire jusqu'à maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de chercher une recette et de l'appliquer, ben, je pioche ce qui me semble juste et j'ajuste. Voilà. Du coup, cette histoire d'effondrement ou de collapsologie, pour moi, ça vient juste conforter ce que j'ai toujours pensé. Donc moi, je suis absolument pas surprise par rapport aux chiffres et à ce qui est annoncé en termes de biodiversité. C'est quelque chose que je connais en fait depuis que je suis toute petite. Et malheureusement, que je vois s'accomplir. Donc j'ai pas franchement une énorme peur plus aujourd'hui qu'hier. Par contre, ce que je constate, c'est ma fragilité. Le fait qu'il puisse y avoir vraiment un changement dans ma vie, dans notre vie, que ce soit par rapport à cette épidémie là, de Covid-19 ou d'autres catastrophes, en fait, bien sûr que je l'envisage. Je l'envisage et c'est ce qui, comme une prise de conscience, c'est ce qui me pousse en fait à avoir des actions éclairées, on va dire. Le fait d'avoir des animaux aussi qui permet quand même de pouvoir se déplacer ou de m'aider à apporter des choses si j'avais plus la voiture. Alors, resserrer les liens au niveau de l'amitié, connaître ce que font les autres, partager ce que je fais moi aussi pour avoir une espèce de réseau solide pour pouvoir survivre quoi qu'il arrive.
L'idée de planter de l'osier, c'était de prendre des plants sauvages, de les multiplier sans faire des énormes surfaces monospécifiques. Et du coup de partir en fait de ce qui est là et de pouvoir le transformer et sortir aussi du plastique. L'osier, pour moi, c'est vraiment une allégorie de la sortie de la dépendance industrielle avec tous ces contenants qu'on peut réaliser en osier. En revenant en Aveyron, je me suis dit, au lieu de dire aux autres ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire pour sauver la planète ou pour être en harmonie avec son entourage, je me suis dit, je vais le faire. Et du coup, j'ai monté avec le centre social d'Entrailles et avec les habitants un tiers-lieu, autogéré, on va dire, autour de l'échange des savoirs et des savoir-faire. Voilà, ça, c'est un peu la mission, ça s'appelle le Labo d'Acquis. Et là, ce tiers-lieu, il permet de rencontrer aussi plein d'énergie et d'envie de faire. Et là, c'est vraiment le bonheur de voir qu'on peut très bien être dans un isolement qui permet de se retrouver et d'être dans le sens plein de sa vie, et en même temps de fréquenter des personnes au moins une fois par semaine dans la créativité, voilà, des projets et l'effervescence des échanges de savoir et de savoir-faire. Et cette prise de conscience de la base et qui remonte en fait et qui fait agir de manière plus globale, elle se passe avec nos voisins. Pourquoi tu mets encore des pesticides dans ton champ alors que j'habite à côté de toi? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Est-ce qu'on ne peut pas inventer quelque chose d'autre? C'est peut-être l'occasion de se mouiller sincèrement dans son quotidien. Et là, avec l'épidémie, j'ai l'impression qu'il y a plus de prise de conscience. Et en tout cas, dans mon entourage, je vois que les personnes sont sensibilisées et que les personnes agissent. Donc, un avenir pour la planète, pour moi, c'est difficile de voir à cette échelle-là. Mais en tout cas, il y a de très belles choses qui se passent. Et voilà, j'espère de tout cœur que ça va avoir une incidence de portée générale.